Mon fiancé m'a giflé pour m'être assise sur ma propre chaise de mariée, et un seul email a tout changé. Mon mari m'a giflé devant 180 invités, avant même que le gâteau de mariage ne soit coupé. Pendant une seconde, personne n'a bougé. L'orchestre s'est arrêté au milieu d'un morceau de jazz langoureux. Une fourchette a heurté une assiette quelque part derrière moi. Mon bouquet a glissé dans mes mains tremblantes, les roses blanches effleurant la ceinture perlée de ma robe. Ma joue me brûlait si fort que je pouvais sentir mon propre pouls sous l'empreinte de sa main. Et mon tout nouveau mari, Antoine Dubois, se tenait à quelques centimètres de moi, la mâchoire serrée, son smoking parfait, ses yeux plus froids que je ne les avais jamais vus. « Présente tes excuses à ma mère, dit-il. Tout de suite. Derrière lui, Vivienne Dubois était assise à la table d'honneur, telle une reine qui venait d'ordonner une exécution. Ses perles reposaient sur sa gorge. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon parfait. Elle n'avait pas l'air choquée. Elle n'avait pas l'air contrariée. Elle avait l'air satisfaite. C'est ce détail qui a fait basculer la pièce. J'avais passé 14 mois à planifier ce mariage, non pas parce que je voulais un conte de fées, mais parce que la famille d'Antoine exigeait une certaine démonstration publique. Les Dubois étaient une vieille famille de la bourgeoisie bordelaise, pas des milliardaires célèbres, mais assez proches pour que les gens se comportent comme s'ils l'étaient. Ils possédaient une demi-douzaine de propriétés locatives de luxe, leur nom figurait sur des plaques d'hôpitaux et ils savaient exactement quel juge siégeait au conseil d'administration de quelle œuvre caritative. Ma famille était différente. Mon père a dirigé une petite entreprise de plomberie dans la Creuse jusqu'à ce que ses genoux le lâchent. Ma mère a été institutrice en CE2 pendant 29 ans. J'étais une graphiste qui créait des sites web de mariage, des faire-part et des identités de marque pour des gens qui ne pouvaient pas se payer de grandes agences. J'en étais fier. Vivienne traitait cela comme un hobby que je devais abandonner. Dès le jour où Antoine m'a présenté à elle, elle m'a souri comme si j'étais une tâche qu'elle prévoyait de nettoyer à l'eau de Javel. Elle est jolie, a-t-elle dit un jour à Antoine alors que j'étais juste à côté. Mais les jolies filles qui sortent de nulle part confondent parfois l'attention avec le sentiment d'appartenance. Antoine a ri nerveusement. Puis il m'a embrassé le front et a murmuré, « Il lui faut juste du temps pour s'habituer. » Elle ne s'est jamais habituée. Elle corrigeait mes vêtements, ma voix, mon rouge à lèvres, ma façon de tenir un verre de vin, ma façon de dire « oui, madame ». Comme si j'étais soit trop provincial, soit pas assez, selon son humeur. Elle m'a dit que le menu du dîner de répétition était trop personnel, lorsque j'ai demandé si nous pouvions inclure le clafoutis aux pêches de ma grand-mère. Elle a changé les fleurs dans mon dos, remplaçant les roses de jardin sauvage par des orchidées blanches car, selon elle, les roses avaient l'air nécessiteuses. Et chaque fois que je résistais, Antoine se transformait en diplomate pour le mauvais pays. Elle est intense, disait-il. Mais elle part d'une bonne intention. Ce soir-là, debout devant toute la salle de bal du domaine de Valombre, j'ai finalement compris que Vivienne pensait exactement ce qu'elle faisait. La gifle est arrivée 10 minutes après qu'elle m'a ordonné de quitter mon propre siège. Je venais de m'asseoir pour la première fois depuis des heures. Mes pieds étaient enflés. Mes côtes me faisaient mal à cause du corset. Le photographe nous avait traînés à travers le parc aux chênes, les marches de pierre, la véranda, la fontaine, la tour de Champagne, les portraits de famille, les portraits de couple. Et une autre série de portraits de famille parce que Vivienne insistait sur le fait que son profil gauche était plus photogénique. Je me souviens de m'être assise à la table des mariés en pensant, respire juste jusqu'au dîner. Puis Vivienne est apparue à côté de moi. Chloé, dit-elle, pas fort, mais avec le genre de voix qui fait que les gens à proximité arrêtent de mâcher. Tu dois te lever. J'ai cligné des yeux, pensant que j'avais mal entendu. Pardon ? Cette chaise appartient à la mère du marié. J'ai même ri un peu. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon cerveau rejetait la phrase. C'est notre table, ai-je dit prudemment. Antoine et moi sommes assis ici. Le sourire de Vivienne s'est figé. Tu as épousé ma famille aujourd'hui. Il serait sage d'apprendre où est ta place en son sein. La conversation autour de nous s'est éteinte. J'ai vu ma cousine Léa se figer, son verre d'eau à mi-chemin de sa bouche. Mon frère Marc, qui n'avait jamais aimé Antoine, s'est penché en avant depuis la table familiale. J'ai gardé une voix basse. Vivienne, je ne bougerai pas de la chaise de la mariée à mon propre mariage. Ses yeux sont devenus perçants. La chaise de la mariée,
répéta-t-elle comme si l'expression la dégoûtait. Vous, les filles, vous croyez vraiment que la robe fait de vous des princesses? J'ai senti la chaleur monter sous mon maquillage. Ma place dans cette famille n'est pas quelque chose que vous prouverez en prenant mon siège. Son expression a changé instantanément. C'était presque fascinant. Elle s'est penchée en arrière, a pressé 2 doigts sur sa clavicule et a regardé vers Antoine avec une incrédulité blessée. Antoine, a-t-elle appelé. Ta femme vient de m'humilier. Il est arrivé avant que je puisse m'expliquer. Son visage était déjà embarrassé, et d'une manière ou d'une autre, cela l'a suffisamment embarrassé pour qu'il soit en colère contre moi. Que s'est-il passé? A-t-il demandé. Pas à nous. À sa mère. La voix de Vivienne tremblait magnifiquement. J'ai demandé à m'asseoir juste un instant. Mon dos me fait terriblement souffrir, et j'ai tout fait pour ce mariage. Elle m'a dit que je n'avais pas ma place ici. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ai-je protesté. Antoine s'est tourné vers moi. Chloé. Juste mon nom, mais cela sonnait comme un avertissement. Elle m'a dit de quitter ma chaise, ai-je dit. À notre mariage. Vivienne a émis un son doux et brisé. Oh, ne déforme pas mes propos. Les yeux d'Antoine balayaient la pièce. Les invités regardaient. Des donateurs, des voisins, la famille, des amis, les gens du country club, de vieux amis de son école de commerce, son patron de chez Dubois Développement, et 180 personnes attendant de voir quelle femme Antoine protégerait. Il a choisi en 3 secondes. Excuse-toi, dit-il. Je l'ai dévisagé. Pourquoi? Pour avoir manqué de respect à ma mère. Quelque chose en moi s'est fissuré à ce moment-là, mais ne s'est pas cassé. Pas encore. Je ne m'excuserai pas parce qu'elle a essayé de transformer mon mariage en un test de loyauté. Son visage a changé. Tu fais toujours ça. J'ai failli rire à nouveau. Toujours. Le jour de notre mariage, après 14 mois à avaler insulte après insulte, j'étais soudainement la femme qui faisait toujours ça. Antoine, ai-je murmuré, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus laides. Vivienne se tenait derrière lui, les yeux brillants. Si elle ne peut pas montrer un respect élémentaire aujourd'hui, dit-elle, comment se comportera-t-elle demain? Quand les papiers seront signés, quand l'argent sera en jeu, quand de vraies décisions familiales devront être prises. J'ai entendu, papier, et, argent, mais dans le chaos de l'humiliation, je n'ai pas encore compris. Antoine, si. Je l'ai vu vaciller sur son visage. La peur, puis la rage. Tu me mets dans l'embarras, dit-il. Non, ai-je dit. C'est toi qui te mets dans l'embarras. La gifle est partie si vite que je n'ai pas vu sa main bouger. Je l'ai seulement entendu. Le son a claqué dans le domaine de Valombre comme une coupe de champagne se brisant sur du marbre. Ma tête a tourné sous la force du coup. Mon voile a tiré sur mon cuir chevelu. Une minuscule perle de matière a heurté le sol. Pour la première fois de la journée, Vivienne a souri sans se cacher. Antoine respirait fort. Excuse-toi auprès de ma mère, a-t-il répété. Ma mère pleurait. Mon père avait les 2 mains sur la table comme s'il en avait besoin pour se retenir. Marc s'est levé d'un bond, mais 2 des cousins d'Antoine se sont interposés. L'organisatrice de mariage se tenait près des portes, son casque sur l'oreille, figé. L'officier d'état civil, qui nous avait légalement mariés moins de 4 heures plus tôt, regardait ses chaussures. Personne n'a traversé la pièce. Personne, sauf Léa. Ma cousine a repoussé sa chaise et s'est dirigée vers moi. Mais j'ai levé la main juste assez pour l'arrêter. Je ne voulais pas qu'une autre femme soit traînée au centre de cette pièce parce qu'Antoine avait décidé que ma dignité était négociable. Vivienne s'est approchée. À genoux, a-t-elle dit. Quelques personnes ont eu un hoquet de surprise. Elle leur a souri comme s'ils avaient mal interprété quelque chose d'élégant. Une insulte publique requiert des excuses publiques. J'ai regardé Antoine. C'était l'homme qui avait pleuré en me demandant en mariage sous un ciel glacial de décembre. L'homme qui m'envoyait des messages vocaux quand je travaillais tard. L'homme qui disait que mon indépendance était l'une des raisons pour lesquelles il m'aimait. Mais son visage n'était pas celui d'un homme qui avait perdu le contrôle. C'était le visage d'un homme qui attendait de voir si le contrôle avait fonctionné. Cette prise de conscience a été plus froide que la gifle. Ce n'était pas une erreur.
Ce n'était pas le stress du mariage. Ce n'était pas le champagne, la pression familiale ou une dispute qui avait mal tourné. C'était une cérémonie à l'intérieur de la cérémonie. Il m'avait amené dans une belle pièce, m'avait entouré de témoins et avait décidé de mesurer exactement quelle part de moi-même j'étais prête à abandonner en échange de ma place. J'ai levé la main et retiré le voile de mes cheveux. Plusieurs épingles sont tombées au sol. Antoine a cligné des yeux. « Chloé, dit-il, plus doucement maintenant, car il sentait que quelque chose lui échappait. J'ai posé le voile sur la table à côté du gâteau intact. 3 étages de fondant blanc, de feuilles d'or et d'orchidées en sucre que Vivienne avait choisi. Non, ai-je dit. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Quoi? Non. Le visage de Vivienne s'est durci. Je l'ai regardé, puis je l'ai regardé lui. Je ne me mettrai pas à genoux. Je ne m'excuserai pas de m'être assise sur la chaise de la mariée à mon propre mariage. Et je ne commencerai pas un mariage en prouvant que je peux survivre à l'humiliation. La voix d'Antoine a baissé. Ne sois pas dramatique. Tu m'as frappé. Tu m'as poussé à le faire. Un silence se fit dans la salle, comme si tout le monde avait retenu sa respiration. C'est cette phrase qui m'a sauvé. Non pas parce qu'elle faisait moins mal, elle faisait plus mal, mais elle a dissipé le brouillard dans ma tête. J'avais vu des femmes à la télévision, dans des podcasts, dans des articles, dans des conversations feutrées après un verre de vin de trop, expliquer comment la personne qui les avait blessées les avait d'une manière ou d'une autre rendues responsables de la blessure. J'avais toujours cru que je le reconnaîtrais immédiatement. Mais l'amour rend les choses dangereuses familières. Debout là, la joue en feu, je l'ai reconnu. J'ai posé mon bouquet sur la table. Je m'en vais. Vivienne a ri une fois. Dans cette robe? J'ai baissé les yeux sur moi-même. Satin, dentelle, une traîne assez longue pour que marcher donne l'impression de traîner une rivière. Oui, ai-je dit. Dans cette robe. Antoine a attrapé mon poignet alors que je passais devant lui. Si tu franchis cette porte, dit-il, ce mariage est terminé avant même d'avoir commencé. J'ai regardé sa main sur moi. Alors, lâche ton ex-femme. Il ne m'a pas lâché jusqu'à ce que Marc crie son nom à travers la pièce, d'une voix que je n'avais jamais entendue à mon frère. Sa poigne s'est desserrée. J'ai marché. Chaque pas semblait impossible. Ma robe s'accrochait au pied des chaises. Les invités s'écartaient, puis se penchaient pour murmurer. Les téléphones disparaissaient sous les tables et réapparaissaient au niveau de la poitrine. J'ai vu de la pitié, de la peur, de l'excitation, du jugement. Certaines personnes semblaient offensées que ma douleur ait interrompu leur dîner. Léa m'a rattrapé près des portes de la salle de bal, portant mon petit sac à main perlé et mes clés de voiture. « Chloé » a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « Tu ne peux pas conduire. »« Si, je peux. »« Tu trembles. »« Je sais. » Dehors, l'air de Bordeaux m'a frappé le visage, humide et doux avec des odeurs de magnolia et de pluie. La nuit était trop belle pour ce qui s'était passé à l'intérieur. La mousse espagnole se balançait dans les chênes. Les voituriers faisaient semblant de ne pas me dévisager. Quelque part à l'intérieur, l'orchestre a recommencé à jouer, doucement et avec incertitude, comme si la musique pouvait recoudre la pièce. Elle ne le pouvait pas. Léa m'a accompagné jusqu'à un petit hôtel près de la rue Sainte-Catherine. Je ne suis pas allé à l'appartement que nous avions loué, Antoine et moi. Je ne suis pas allé chez mes parents parce que je ne pouvais pas supporter de voir leur visage. Je me suis enregistré sous mon propre nom, Bernard, avec le mascara séché en ligne sur mon visage et une robe de mariée ramassée dans mes 2 poings. La jeune femme à la réception m'a regardé une fois et n'a rien dit d'autre que « Souhaitez-vous des serviettes supplémentaires ?» J'ai failli pleurer devant sa gentillesse. Dans la chambre, Léa m'a aidé à déboutonner la robe. Il y avait 37 boutons dans le dos. Au 12e bouton, elle sanglotait. Au 20e, j'ai commencé aussi. Quand la robe est finalement tombée à mes pieds, je suis sorti d'elle comme si je sortais d'une maison en feu. Léa est restée jusqu'à presque 2 heures du matin. Elle m'a fait boire de l'eau. Elle a pris des photos de ma joue sous plusieurs angles. Elle a sauvegardé les vidéos que son mari avait prises depuis la table 9. Elle a mis mon téléphone en silencieux car Antoine avait déjà appelé 26 fois. Après son départ, je suis resté assise sur le sol de la salle de bain, dans un peignoir d'hôtel,
à regarder mon visage dans le miroir. La marque était plus sombre maintenant, pas seulement rouge, mais enflée sur les bords, une forme que je ne pouvais pas arrêter de regarder. Je pensais que je pleurais parce que mon mariage était ruiné. Au lieu de cela, j'ai pleuré parce qu'une partie de moi voulait toujours qu'Antoine frappe à la porte et redevienne l'homme que j'avais imaginé. À 2h17 du matin, mon téléphone s'est allumé. Pas Antoine, pas Vivienne. Un email de la Banque de Gascogne. Objet, félicitations pour l'approbation de votre ligne de crédit professionnel. J'ai failli le supprimer, pensant que c'était un spam. Puis j'ai vu mon nom légal complet dans l'aperçu. Chère Madame Chloé Bernard Dubois. Mon estomac s'est noué avant que mon cerveau ne comprenne pourquoi. J'ai ouvert l'email. Félicitations. Votre ligne de crédit commercial d'un montant de 3,2 millions d'euros a été approuvée. Les fonds pourront être débloqués sur confirmation finale de votre contact de compte autorisé. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai ouvert le PDF joint. Il y avait mon nom complet, mon numéro de sécurité sociale, mon ancienne adresse, mon nouveau nom de marié, une entité commerciale dont je n'avais jamais entendu parler, Dubois Bernard événementiel SARL, et à la page 7, sous « Contact secondaire autorisé », figurait Vivienne Dubois. Mes mains sont devenues froides. Au bas du document, il y avait une signature qui ressemblait presque exactement à la mienne. Presque. Mais je n'avais jamais demandé ce prêt, et je n'avais jamais donné à Vivienne la permission de toucher à mon nom. Le matin, Antoine avait appelé 34 fois. Je n'ai écouté aucun des messages vocaux au début. J'étais assise sur le lit de l'hôtel, les rideaux ouverts, regardant le soleil matinal frapper les bâtiments d'en face et lisant l'email de la banque jusqu'à ce que les mots se brouillent. On peut devenir insensible par couche. La gifle avait engourdi mon visage. L'email a engourdi quelque chose de plus profond. Il a atteint la partie intime de moi qui croyait, même après tout, que la violence était émotionnelle et physique, mais pas calculée. Le prêt prouvait le calcul. À 7h42, Vivienne a envoyé un texto. Chloé, ma chérie, la nuit dernière a dérapé. Les familles ont des moments difficiles. Rentre à la maison et nous réglerons tout cela discrètement. Au mot « chérie », j'ai eu envie de jeter le téléphone à travers la pièce. Puis un autre texto est arrivé. Tu ne veux pas créer de problème juridique un jour après ton mariage. Puis un autre. Rappelle-toi que ton nom est aussi attaché maintenant. C'était la première menace. J'ai tout capturé en écran. À 9h, Léa était de retour avec du café, un jogging, un sweat à capuche et l'expression d'une femme se préparant à la guerre. Il te faut un avocat, dit-elle. J'ai d'abord besoin d'une douche. Tu as besoin des deux. Elle avait raison. À midi, j'étais assise dans un cabinet du centre-ville en face de maître Delphine Moreau, une avocate en droit de la famille avec des lunettes à monture argentée et la voix la plus calme que j'ai jamais entendue. Son bureau n'avait pas de photos de mariage, pas de citations murales inspirantes, pas de musique douce, juste des dossiers, des livres de droit et une grande fenêtre donnant sur le palais de justice. Je lui ai tout raconté, la chaise, la gifle, la demande de Vivienne que je m'agenouille, la réaction d'Antoine, l'email. Léa a montré la vidéo de la table 9. On y voyait clairement la gifle, bien que l'angle soit partiellement bloqué par un centre de table. Maître Moreau a regardé sans changer d'expression, mais quand Vivienne a murmuré quelque chose derrière Antoine, elle a mis la vidéo en pause. Avez-vous l'audio d'un autre angle? Peut-être, a dit Léa. Beaucoup de gens filmaient. Maître Moreau s'est tourné vers moi. Chloé, écoutez attentivement. Ce n'est pas seulement un mauvais mariage. Il pourrait s'agir d'usurpation d'identité, de fraude, de contrôle coercitif et de violence domestique. Le timing est important. L'humiliation publique est importante. Le prêt est encore plus important. Ma gorge s'est serrée. Je ne sais même pas comment ils ont obtenu mes informations. Les papiers du mariage, dit-elle. Les déclarations d'impôts, les demandes de location, tout ce que vous avez rempli en planifiant votre vie avec lui. Je me suis souvenu des formulaires qu'Antoine m'avait demandé de signer 3 semaines avant le mariage. Assurance, documents de location, autorisation de fournisseur, un nouveau compte joint que nous n'avions jamais utilisé. Je me suis souvenu qu'il avait pris des photos de mon permis de conduire et de ma carte de sécurité sociale, pour la banque. J'ai eu la nausée.
Maître Moreau a fait glisser un bloc-notes vers elle. Je vais vous recommander un enquêteur que je connais. Il s'appelle Grégoire Aymon, un ancien de la brigade financière. Vous ne parlerez ni à Antoine ni à Vivienne au téléphone, sauf si nous décidons d'enregistrer conformément à la loi. Vous conserverez chaque message. Vous n'irez pas seul à l'appartement. Vous ne signerez rien. Vous ne laisserez pas la honte vous faire taire. Cette dernière phrase m'a frappé plus fort que prévu. La honte m'oppressait la poitrine depuis le matin. Honte de l'avoir épousée. Honte que des gens m'aient vu me faire gifler. Honte d'être passé devant 180 invités dans une robe que mes parents avaient aidé à payer. Honte qu'une partie de moi se souvienne encore de lui m'embrassant la main dans la voiture après notre premier rendez-vous. Maître Moreau a semblé lire sur mon visage. Il vous a frappé, dit-elle. C'est lui qui a fait ça. Pas vous. J'ai hoché la tête, mais je n'y croyais pas encore totalement. Cela a pris plus de temps. Pendant les 8 jours suivants, ma vie est devenue une preuve. Capture d'écran, messages vocaux, emails, documents bancaires, contrats de fournisseurs, images du mariage, textos de Vivienne qui changeaient comme le temps. Doux, puis cruel, puis terrifié, puis à nouveau doux. Les messages d'Antoine étaient pires car ils ressemblaient à de l'amour empoisonné. Bébé, s'il te plaît. J'ai perdu le contrôle. Maman était humiliée. Tu sais comment elle est. Tu m'as fait passer pour un monstre. On peut encore arranger ça si tu arrêtes d'impliquer des étrangers. Chloé, ne gâche pas ma vie pour 5 mauvaises secondes. Puis, comme je ne répondais pas, comprends-tu ce que ma famille peut faire si tu rends ça public? Maître Moreau m'a demandé de le laisser des messages vocaux. Grégoire est arrivé au bureau de l'avocate le 3e jour, vêtu d'un blazer bleu marine délavé et portant un ordinateur portable qui semblait plus vieux que certains de mes cousins. Il avait les yeux fatigués d'un homme qui a passé trop de temps à voir des gens honnêtes se faire ensevelir sous des papiers qu'ils n'ont jamais signés. Il a écouté l'histoire une fois. Il n'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, il a tapoté le document bancaire d'un doigt. Les familles comme les Dubois n'improvisent pas à 2 heures du matin, a-t-il dit. Ça a été préparé avant le mariage. Je l'ai détesté de dire ça. Puis je l'ai détesté encore plus parce que je savais qu'il avait raison. Grégoire a trouvé la première faille en moins de 48 heures. La SARL Dubois-Bernard événementielle avait été enregistrée 16 jours avant le mariage. Mon nom apparaissait comme gérante. Celui d'Antoine comme directeur des opérations. Celui de Vivienne n'apparaissait nulle part publiquement, ce qui, selon Grégoire, était le but. Elle est trop maligne pour se mettre en avant, a-t-il dit. Elle sera derrière le compte récepteur. Au 5e jour, il avait découvert 2 comptes chèques professionnels liés à la SARL, une demande de compte marchand et une demande de virement en attente de 850 000 € vers une société de conseil appelée VMS Stratégie. VMS. Vivienne Marguerite. J'étais assise dans le bureau de Maître Moreau, les mains si serrées que mes ongles laissaient des marques dans mes paumes. Pourquoi avait-il besoin de moi? Ai-je demandé. Grégoire a regardé l'avocate avant de répondre. Un crédit propre, a-t-il dit. Peu de dettes. Votre entreprise de design donne au prêt un objectif plausible. Événementiel, organisation de mariage, acompte de fournisseurs, expansion de luxe. Les banques aiment les histoires qui ont du sens. Mon entreprise gagne 90 000 € une bonne année, ai-je dit. Sur le papier, avec des projections gonflées et les garanties des Dubois, on peut faire croire que c'est plus. Maître Moreau a tourné une page. Et une fois que vous étiez légalement marié, il prévoyait probablement de vous faire pression pour signer des documents supplémentaires. Si vous résistiez, il pourrait prétendre que vous saviez, que vous en avez bénéficié, ou que vous étiez instable. Instable. Ce mot reviendrait. Le 6e jour, Léa et Marc m'ont emmené à l'appartement où Antoine et moi étions censés emménager. Maître Moreau nous avait dit de ne pas entrer sans tout documenter, alors Léa a filmé dès que nous avons déverrouillé la porte. L'endroit semblait mis en scène pour une vie morte avant même d'avoir commencé. De la vaisselle neuve dans la cuisine, des serviettes pliées dans la salle de bain, une photo de fiançailles encadrée appuyée contre le mur parce que nous n'avions jamais été d'accord sur où l'accrocher. Mes livres encore dans des cartons. Les clubs de golf d'Antoine près de l'escalier. Je n'y suis pas allé pour des vêtements. J'y suis allé pour des preuves. Antoine avait toujours été négligent avec les papiers.
Il aimait plus l'idée d'être organisé que l'organisation elle-même. Son bureau à l'étage avait des tiroirs pleins de vieux reçus, de stylos morts, de boutons de manchette, de formulaires fiscaux et d'emballages de barres protéinées. Dans le tiroir du bas, sous une pile d'échantillons de faire-part de mariage, j'ai trouvé un dossier noir. À l'intérieur se trouvaient des copies de mon permis de conduire, de ma carte de sécurité sociale, de mes déclarations fiscales professionnelles et une impression de ma signature électronique d'un contrat de fournisseur. Il y avait des projections de prêts que je n'avais jamais vues. Il y avait des emails entre Antoine et quelqu'un nommé VMS, sans photo de profil, et il y avait une note manuscrite sur ce papier crème. Antoine, après le mariage, ne la laisse pas retarder les signatures restantes. Elle est sentimentale et peu sûre d'elle, ce qui la rend gérable si on s'y prend publiquement. Si elle résiste, présente-la comme étant émotive. Les gens croient une mariée hystérique avant de croire une calculatrice. Fais-lui comprendre qu'elle est déjà liée à nous. Maman. Je me suis assise sur le sol de ce bureau avec la note à la main et j'ai senti quelque chose en moi se figer. Marc a juré si fort que Léa lui a dit de se taire parce que nous enregistrions, mais je fixais juste l'écriture de Vivienne. Sentimentale et peu sûre d'elle, gérable, mariée hystérique. J'avais passé 14 mois à essayer de gagner l'affection d'une femme qui avait étudié ou me poignardé. Léa s'est accroupie à côté de moi. Chloé, a-t-elle murmuré. On doit y aller. J'ai hoché la tête. Mais avant de partir, j'ai pris la photo de fiançailles encadrée du mur. Pas parce que je la voulais, mais parce que derrière, scotché au dos en carton, il y avait une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 2 clés USB et un post-it plié avec l'écriture d'Antoine. Sauvegarde audio réception au cas où maman veut des extraits. C'était le deuxième rebondissement. Vivienne avait fait enregistrer le mariage pour du contenu social. La même obsession de l'image qui l'avait aidé à mettre en scène mon humiliation l'avait préservée. Grégoire a extrait les fichiers le lendemain. Certains étaient inutiles, des discours, des verres qui trinquent, un cousin ivre racontant une histoire de rugby. Mais un fichier provenait d'une caméra près de la table des mariés, placée derrière des fleurs pour un son de réception cinématique. Il avait tout capté. Vivienne me disant de me lever. Mon refus. Vivienne appelant Antoine. Et puis, plus bas mais assez clair, Vivienne murmurant à Antoine avant la gifle. Brise sa fierté ce soir où elle ne signera jamais le reste. Antoine a murmuré en retour. Pas ici. Vivienne a dit, surtout ici. Puis la gifle. Je l'ai écouté une fois. Une seule fois. Maître Moreau l'a écouté 2 fois, son expression se durcissant. Grégoire s'est penché en arrière dans son fauteuil. Ce n'est pas une dispute de famille, a-t-il dit. C'est une conspiration. Maître Moreau a déposé des notifications d'urgence auprès de la banque avant la fin de la semaine. La banque a gelé la ligne de crédit en attendant une enquête. Vivienne m'a envoyé un texto 4 minutes après le gel. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. Puis Antoine a appelé d'un numéro masqué. J'ai répondu uniquement parce que Maître Moreau était assise à côté de moi et a hoché la tête. Chloé, dit-il, la voix tremblante. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'écoute. Maman devient folle. La banque a appelé. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. Il a expiré bruyamment. Tu ne comprends pas à quel point c'est grave. Je pense que si. Non, tu ne comprends pas. Ma mère a mis des actifs en garantie. Il y a des engagements. Des gens attendent cet argent. Quels gens? Silence. Maître Moreau a écrit sur un bloc-notes. Faites-le parler. Quels gens, Antoine? C'est compliqué. As-tu falsifié ma signature? Non. Est-ce que ta mère l'a fait? Tu as signé beaucoup de choses. Ce n'est pas une réponse. Sa voix est devenue plus aiguë. Tu as toujours besoin qu'on t'explique tout comme si tu étais attaqué. J'ai regardé Maître Moreau. Elle ne m'a rien donné, juste du calme. Pourquoi ta mère a-t-elle écrit que je devais être présenté comme hystérique? Ai-je demandé. Long silence. Quand il a repris la parole, il semblait plus petit. Tu as fouillé dans mon bureau. Mon bureau aussi, tu te souviens? Notre maison? Cette note est sortie de son contexte.
Comment Mathieu brise sa fierté dans un contexte? Il s'est alors mis à pleurer. Je l'ai entendu dans son souffle. Je t'aime. Non, ai-je dit. Tu aimais le fait que je n'arrêtais pas d'essayer de te comprendre. Il a raccroché. La confrontation a eu lieu 2 jours plus tard dans une salle de conférence privée au cabinet de Maître Moreau. C'était censé être une conversation de médiation sur la séparation et les biens. Antoine est arrivé avec Vivienne et un avocat nommé Maître Lambert qui avait l'air assez cher pour facturer au clignement d'œil. Vivienne portait un tailleur crème et des lunettes de soleil foncé à l'intérieur. « Chloé », dit-elle comme si elle me saluait à un brunch. Ça a assez duré. Je n'ai rien dit. Maître Moreau a parlé. Elle a posé des copies des documents de prêt sur la table, puis le dépôt de la SARL, puis l'avis de gel de la banque, puis la note manuscrite, puis les transcriptions de l'audio du mariage. Le visage de Maître Lambert changeait à chaque page. Antoine fixait la table. Vivienne a retiré lentement ses lunettes. « C'est une affaire de famille, dit-elle. » Maître Moreau l'a regardé. L'usurpation d'identité n'est pas une affaire de famille. Maître Lambert s'est raclé la gorge. Évitons le langage incendiaire. Grégoire, qui était assis tranquillement près du mur, a ouvert son ordinateur portable. Alors, utilisons un langage précis, a-t-il dit. À 23h46 le soir du mariage, une demande en ligne a été soumise pour débloquer 850 000 € de la ligne commerciale approuvée. L'adresse IP remonte à un appareil à la résidence de Madame Dubois. Le visage de Vivienne n'a pas bougé, mais ses doigts se sont resserrés sur ses lunettes. Cela ne prouve rien. Grégoire a cliqué à nouveau. Le compte récepteur appartient à VMS Stratégie, une entité contrôlée par vous via un agent agréé au Luxembourg. Maître Lambert s'est légèrement tourné vers Vivienne. Vous ne m'aviez pas divulgué cela. Elle l'a ignoré. Antoine a murmuré, maman. Vivienne a claqué, tais-toi. Le silence est tombé dans la pièce. Pour la première fois, j'ai vu Antoine tressaillir devant elle comme j'avais tressailli devant lui. Cela ne m'a pas fait lui pardonner, mais cela expliquait quelque chose de laid. Maître Moreau a fait glisser un dernier document sur la table. Un dépôt de plainte sera effectué cet après-midi, à moins que vos clients n'acceptent de préserver tous les dossiers, de cesser tout contact avec ma cliente et de consentir à l'enquête pour fraude de la banque. Vivienne a ri doucement. Vous pensez pouvoir me faire peur avec de la paperasse? Non, a dit Maître Moreau. Je pense que les preuves le peuvent. Grégoire a joué l'audio. La propre voix de Vivienne a rempli la pièce. Brise sa fierté ce soir où elle ne signera jamais le reste. Antoine a fermé les yeux. Maître Lambert est devenu blême. Vivienne m'a regardé alors. Vraiment regardé. Pas comme une fille de nulle part. Pas comme une tâche. Comme une porte verrouillée qu'elle s'attendait à voir s'ouvrir. Petite arriviste ingrate, dit-elle doucement. La voilà. Pas polie. Pas charitable. Pas respectable. Juste méchante. Je me suis penché en avant. J'ai quitté mon mariage avec l'empreinte de la main de votre fils sur mon visage, ai-je dit. Et d'une manière ou d'une autre, vous pensiez toujours que la plus grande erreur de cette nuit était que je n'avais pas obéi. Vivienne s'est levée. Maître Lambert a attrapé sa manche. Asseyez-vous. Elle s'est dégagée de lui. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Maître Moreau a rassemblé les documents. Si, a-t-elle dit. Elle le sait. Mon téléphone a vibré. Un message de l'enquêteur de la banque chargé de mon cas. Maître Moreau l'a lu d'abord, puis a tourné l'écran vers moi. La tentative de déblocage d'urgence avait été entièrement bloquée. Des comptes suspects supplémentaires avaient été signalés. La banque avait renvoyé l'affaire aux enquêteurs fédéraux car la demande de prêt traversait les frontières nationales et bancaires électroniques. Vivienne a lu mon visage et a compris avant que quiconque ne le dise. Sa confiance s'est fissurée, juste une fissure capillaire, mais je l'ai vue. Et dans cette fissure, j'ai réalisé que le mariage n'avait pas été la fin de ma vie. C'était le début de leur effondrement. La plainte a été déposée à 16h30 cet après-midi-là. Maître Moreau s'est assuré que tout était propre. Pas de menaces, pas de messages de vengeance, pas de mets émotionnels, pas d'accusations publiques qui pourraient donner à Vivienne un moyen de me dépeindre comme imprudente.
Preuve d'abord, processus ensuite, exposition en dernier. C'était dur pour moi. La rage veut un micro. La justice préfère une trace écrite. Pendant des semaines, j'ai vécu à l'intérieur de cette trace écrite. La banque a confirmé que ma signature avait été copiée numériquement à partir de documents légitimes de fournisseurs. La SARL avait été créée en utilisant mes informations professionnelles et personnelles. Mes déclarations de revenus avaient été modifiées pour gonfler les revenus. Quelqu'un avait téléchargé des documents depuis une adresse email liée au numéro de téléphone de récupération d'Antoine. La demande de transfert de 850 000 € avait été soumise depuis le réseau domestique de Vivienne. Antoine a essayé d'appeler depuis de nouveaux numéros. Je les ai bloqués. Puis il a envoyé des lettres. Chloé, je sais que tu me détestes en ce moment. J'ai fait la pire erreur de ma vie. Ma mère a tout manigancé. Tu sais comment elle contrôle les gens. J'avais peur. S'il te plaît, ne me détruis pas. La dernière phrase m'a le plus enragé. S'il te plaît, ne me détruis pas. Comme si j'avais été la personne qui avait levé la main. Comme si j'avais falsifié les documents. Comme si s'éloigner d'un piège était la même chose que le tendre. Puis est arrivé le troisième rebondissement. Maître Moreau a reçu un appel d'une femme nommée Amélie. Amélie était sortie avec Antoine 4 ans avant moi. Elle avait vu un article de potins locaux sur l'incident de la « mariée en fuite ». Avant qu'il ne soit supprimé, quelqu'un avait mentionné l'enquête de la banque dans un commentaire. Amélie a trouvé le cabinet de Maître Moreau par un ami d'un ami. Elle avait une histoire. Puis une autre femme a appelé. Puis une troisième. Le temps que Maître Moreau me demande si j'étais prête à l'entendre, 4 femmes s'étaient manifestées. Aucune n'avait épousé Antoine. Toutes avaient été charmées par lui. Toutes avaient été rabaissées par Vivienne. Toutes avaient été poussées à signer des documents d'opportunités commerciales liés à de petits investissements, des cartes de crédit, des garanties locatives ou des contrats de conseil. Aucun de leurs cas n'était aussi important que le mien car aucune d'entre elles n'était allée jusqu'à l'hôtel. Amélie a dit que Vivienne lui avait dit un jour, « Les femmes comme vous devraient être reconnaissantes quand une famille sérieuse vous donne une structure. » Une femme nommée Brigitte avait 38 000 € de dettes de cartes de crédit ouvertes sous une entreprise qu'elle pensait avoir échoué à cause de ses propres erreurs. Une infirmière nommée Pascal avait co-signé un dépôt de garantie immobilière qu'elle n'avait jamais compris et avait passé 2 ans à réparer son crédit. La 4e femme, Hélène, a pleuré pendant sa déposition car Antoine l'avait convaincue qu'elle était trop instable pour se souvenir de ce qu'elle avait accepté. Hystérique, émotive, instable. Différentes femmes, même langage. Cette découverte a de nouveau brisé quelque chose en moi, mais différemment. J'avais pensé que j'étais stupide de ne pas l'avoir vue. Puis j'ai réalisé que j'étais entré dans une machine, une belle machine, polie, approuvée par la famille, construite pour transformer les femmes en signature. La première audience a eu lieu 5 semaines après le mariage. Je portais un tailleur bleu marine et des talons bas parce que Maître Moreau m'avait dit que le tribunal n'était pas un endroit pour avoir l'air d'une victime ou d'une combattante. C'était un endroit pour avoir l'air crédible. Ma joue avait guéri. La marque avait disparu, mais je la sentais encore parfois, surtout quand j'entrais dans des pièces où les gens me dévisageaient. Antoine était assis de l'autre côté de la salle d'audience, à côté de Vivienne. Il avait l'air plus mince. Ses cheveux étaient plus longs que d'habitude, comme si personne ne lui avait rappelé de les couper. Vivienne avait l'air exactement la même. Blazer crème, perles, posture parfaite, bouche pincée en une moue de supériorité insultée. Maître Lambert n'était plus avec eux. Leur nouvel avocat avait l'air nerveux. La juge, une femme nommée Fournier, avait le genre d'autorité tranquille qui faisait que tout le monde parlait plus prudemment. Elle a examiné les requêtes préliminaires sans drame. Puis Maître Moreau a présenté la vidéo du mariage dans le cadre de notre demande d'ordonnance de protection et de procédure d'annulation de mariage fondée sur la coercition, la fraude et la violence. J'avais déjà vu la vidéo. La regarder au tribunal était différent. La salle n'était pas une salle de bal. Il n'y avait pas de fleurs, pas de bougies, pas de musique pour adoucir la laideur. Juste un écran, des néons et la gifle. Le son a rempli la salle d'audience. Ma mère a eu un hoquet derrière moi. Mon père a pris sa main. Marc a fixé Antoine avec une froideur qui m'a fait plus peur que la colère. Sur la vidéo, le sourire de Vivienne était visible.
Puis Maître Moreau a joué l'extrait audio. Brise sa fierté ce soir où elle ne signera jamais le reste. La juge Fournier a levé les yeux. Antoine a baissé la tête. Vivienne, non. Maître Moreau s'est levé. Votre honneur, ce n'était pas un conflit domestique isolé. C'était un acte public de coercition utilisé pour intimider ma cliente le jour même où son identité était utilisée pour obtenir une ligne de crédit commercial frauduleuse de 3,2 millions d'euros. L'avocat adverse a objecté. La juge Fournier l'a rejeté. Maître Moreau a continué, ma cliente est partie avant que des signatures supplémentaires ne puissent être obtenues. Quelques heures plus tard, une tentative de déblocage a été effectuée. La banque ne l'a bloquée qu'après qu'elle a signalé la fraude. Nous démontrerons que le mariage lui-même a été utilisé à la fois comme pression sociale et comme couverture financière. Vivienne a murmuré quelque chose à son avocat. Les yeux de la juge Fournier se sont posés sur elle. Madame Dubois, vous aurez l'occasion de vous exprimer par l'intermédiaire de votre avocat. Vivienne s'est rassise, furieuse. Puis le représentant de la banque a témoigné. Il a expliqué comment la demande avait passé un examen initial car Dubois Développement avait une relation existante avec la banque. Il a confirmé que ma signature semblait incohérente après examen graphologique. Il a confirmé que mes informations personnelles avaient été téléchargées avec des projections commerciales modifiées. Il a confirmé que Vivienne était liée à l'entité réceptrice par le biais de documents de propriété effective obtenus après le gel. Les mots étaient cliniques. Les dégâts ne l'étaient pas. J'ai écouté des étrangers discuter de ma vie en des termes comme exposition, responsabilité, compromission d'identité et instrument frauduleux. Cela aurait dû me faire sentir petite. Au lieu de cela a rendu l'affaire assez réelle pour que je me batte. Grégoire a témoigné ensuite. Il a détaillé la SARL, la société écran, la piste des emails, la sauvegarde audio du mariage, la note de Vivienne et les femmes précédentes qui s'étaient manifestées. Quand Amélie est entrée dans la salle d'audience, Antoine a levé les yeux si vite que c'était presque douloureux à voir. Elle ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Puis elle a raconté à la juge ce qui lui était arrivé. Le temps que Brigitte et Pascal fassent leur déposition, l'avocat de Vivienne avait presque cessé d'objecter. Peut-être qu'il sentait que le mur s'effondrait déjà. Peut-être qu'il économisait son énergie pour un désastre qu'il ne pouvait pas empêcher. Le désastre est arrivé lorsque le procureur chargé de l'enquête financière s'est levé et a informé le tribunal que des accusations supplémentaires étaient à l'étude car le schéma semblait plus large que mon cas. Vivienne a finalement craqué. Ces femmes sont des menteuses, a-t-elle lancé. Chacune d'entre elles voulait avoir accès à mon fils. Chacune d'entre elles voulait un style de vie qu'elle n'avait pas mérité. Le visage de la juge Fournier s'est durci. Madame Dubois. Vivienne m'a pointé du doigt. Et celle-là a quitté son mariage après l'avoir provoqué devant tout le monde. Un silence de mort s'est abattu sur la salle d'audience. J'ai senti Antoine me regarder pour la première fois. Je n'ai pas eu peur quand la colère de Vivienne s'est tournée vers moi. J'ai ressenti de la clarté. La juge Fournier s'est penchée en avant. Madame Dubois, si vous interrompez à nouveau, vous serez expulsée. Vivienne s'est assise, respirant fort. Antoine ne l'a pas défendu. Il ne m'a pas défendu non plus. C'était ce qu'il était. Un homme qui choisissait le silence chaque fois que la vérité devenait coûteuse. L'ordonnance de protection a été accordée. L'affaire d'annulation a progressé. L'enquête pénale s'est élargie. La banque a effacé l'obligation frauduleuse de mon nom en attendant la résolution finale et a émis des lettres aux agences de crédit. Maître Moreau a déposé des plaintes civiles pour dommages et intérêts liés à l'usurpation d'identité, la détresse émotionnelle et le préjudice financier. Cela a pris des mois. Les gens pensent que la vengeance est une seule scène, une porte défoncée, un discours, un méchant pleurant sous les projecteurs. La vraie vengeance est plus lente. C'est signer des formulaires d'une main ferme. C'est répondre aux mêmes questions humiliantes sans s'excuser pour les réponses. C'est envoyer du courrier recommandé. C'est s'asseoir en face des enquêteurs et dire « Non, je n'ai pas autorisé ça », jusqu'à ce que la phrase devienne une colonne vertébrale. La vidéo du mariage a fuité après 2 mois. Pas de notre part, ni de celle de Maître Moreau. Nous ne savons toujours pas qui a posté le premier clip. Peut-être un invité, peut-être un membre du personnel.
Peut-être quelqu'un du propre cercle de Vivienne qui en a finalement eu assez de prétendre que la cruauté était de la classe. Le clip s'est propagé rapidement, non pas parce que les gens se souciaient de moi au début. Ils s'en souciaient parce que c'était choquant. Une mariée en robe blanche, la main d'un marié. Une belle-mère souriante. Une demande de s'agenouiller. Internet a fait ce que la salle de bal n'avait pas fait. Il a réagi. Des femmes ont partagé le clip avec leurs propres histoires. Des avocats ont expliqué l'abus financier. Des défenseurs des victimes de violences domestiques ont parlé du contrôle public. Des mariés ont commenté qu'elles avaient ignoré les signes avant-coureurs de leur propre belle famille. Des hommes se sont disputés dans les sections de commentaires et ont été enterrés vifs par des femmes qui en avaient assez vu. Dubois Développement a publié une déclaration sur une « affaire de famille privée ». Puis l'enquête de la banque est devenue publique. Puis la déclaration a disparu. Antoine a perdu son poste dans l'entreprise après qu'il est apparu que des données de clients auraient pu être utilisées dans des demandes de comptes non liées. Vivienne a démissionné de 3 conseils d'administration caritatifs la même semaine. L'hôpital a discrètement retiré son nom du comité du gala de printemps. Un magazine local a supprimé un portrait élogieux d'elle intitulé « La grâce sous pression ». J'aimerais pouvoir dire que j'ai dansé dans mon appartement en voyant ça. Je ne l'ai pas fait. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré parce que l'humiliation ne disparaît pas simplement parce que les gens sont enfin d'accord que vous avez été lésés. Une partie de moi se tenait toujours dans cette salle de bal, attendant que quelqu'un traverse la pièce. Mais la différence, c'est que je n'étais plus seul. Des messages sont venus d'inconnus. Trop pour y répondre, certains gentils, certains indiscrets, certains horribles. Mais au milieu du bruit se trouvaient des femmes qui écrivaient des choses que je ne pouvais ignorer. La mère de mon petit ami a fait ça avec mes prêts étudiants. Mon mari m'a fait signer un prêt commercial après la naissance de notre bébé. Mes beaux-parents me traitent d'instable chaque fois que je pose des questions sur l'argent. Je pensais que c'était juste moi. Je pensais que c'était juste moi. Cette phrase a changé ma vie. L'annulation a été prononcée 7 mois après le mariage. La juge a estimé que le mariage avait été contracté sous la fraude, la coercition et une faute financière dissimulée. Légalement, il a été dénoué, pas effacé de ma mémoire, mais retiré de l'avenir. Ils avaient essayé de me piéger à l'intérieur. Quand l'ordonnance est arrivée, je me suis assise dans le bureau de Maître Moreau et j'ai fixé la page. Mariage annulé. Mon nom restauré. Dette frauduleuse contestée et effacée. Maître Moreau m'a tendu un mouchoir. Vous êtes libre, a-t-elle dit. J'ai ri une fois et ça a sonné cassé. Je ne sais pas encore comment être libre. Vous apprendrez. Elle avait raison. Mais d'abord, il y a eu la confrontation. Pas celle du tribunal. Pas la légale, l'humaine. Antoine m'attendait à l'extérieur du palais de justice après une audience ultérieure liée à l'affaire pénale. C'était la fin de l'après-midi. Le ciel était bas et gris et la pluie avait laissé le trottoir brillant. J'étais seul car Maître Moreau était retourné à l'intérieur pour déposer quelque chose et Marc s'était éloigné pour chercher la voiture. Antoine se tenait près des colonnes dans un manteau sombre, les mains dans les poches. Je me suis arrêté en le voyant. L'ordonnance de protection interdisait tout contact, mais il a levé les 2 mains comme si cela le rendait inoffensif. « Je ne suis pas là pour te faire peur », a-t-il dit. J'ai regardé vers les portes du palais de justice. Je peux appeler la sécurité. Je sais. Il avait l'air terrible. Pas terrible comme dans les films. Vraiment terrible. Pâle, épuisé, plus petit. Le genre de petitesse qui arrive quand un homme qui a passé sa vie à emprunter le pouvoir de sa mère découvre qu'il ne peut pas le protéger des conséquences. J'ai juste besoin de 2 minutes, a-t-il dit. Non, ai-je répondu. Son visage s'est tordu. Chloé, s'il te plaît. Entendre mon nom dans sa voix me touchait autrefois. Ce jour-là, cela m'a seulement rappelé comment le langage peut porter un masque. Mon avocate peut parler à la vôtre. Je vais plaider coupable, a-t-il dit rapidement. Cela m'a arrêté. Il a dégluti. J'accepte la responsabilité pour les accusations de faux documents qu'ils peuvent prouver. Maman se bat contre tout, mais je ne peux pas. Il y a les emails, l'audio, les registres de la banque. Il a ri amèrement.
Il s'avère qu'elle gardait des archives de tout parce qu'elle ne me faisait pas confiance non plus. Je n'ai rien dit. Il a fait un pas puis s'est arrêté. Je sais que tu penses que j'ai tout planifié. Tu as tout planifié. Non, pas au début. Je veux dire, je savais qu'il y avait des papiers. Je savais que maman voulait utiliser ton entreprise. Je pensais que c'était juste un levier, une expansion, quelque chose que nous expliquerions plus tard. Je l'ai dévisagé. Tu t'entends parler? Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle faisait paraître tout normal. Elle le fait toujours. Le temps que je réalise à quel point c'était profond, j'étais déjà dedans. Tu étais dedans quand tu as pris ma carte de sécurité sociale. Il a tressailli. Tu étais dedans quand tu l'as laissé me traiter d'instable. Sa bouche a tremblé. Tu étais dedans quand tu m'as frappé. Une larme a coulé sur son visage. Je me déteste pour ça. Ça m'est égal. Il a semblé stupéfait. Peut-être s'attendait-il à de la colère. Peut-être au pardon. Peut-être à l'ancienne Chloé qui gérait ses émotions pour lui afin qu'il n'ait pas à les porter seul. Je l'avais enterré avec le voile. Je t'aimais, a-t-il murmuré. Non, ai-je dit. Tu aimais que je continue d'essayer de te comprendre. Ce n'est pas juste. Juste? Je me suis approché alors, non pas parce que je voulais le menacer, mais parce que je voulais qu'il entende chaque mot sans que la pluie n'en emporte aucun. Tu m'as giflé devant 180 personnes et tu m'as dit que je l'avais provoqué. Ta mère a essayé de m'enterrer sous 3,2 millions d'euros de dettes. Vous alliez utiliser mon nom, mon travail, mon crédit, mon avenir et ma honte. Ne me demande pas d'être juste. Il a pleuré ouvertement. Ma mère m'a ruiné. Je l'ai regardé longuement. Peut-être que c'était vrai d'une certaine manière. Vivienne l'avait élevé pour confondre l'amour avec l'obéissance, l'argent avec la moralité, le contrôle avec le soin. Elle l'avait rendu utile avant de le rendre gentil. Mais il était toujours la main. Ta mère t'a appris, ai-je dit. Tu as choisi. Son visage s'est décomposé. Je suis passé devant lui. Il a dit mon nom une fois de plus. Je ne me suis pas retourné. C'était ma vraie vengeance. Pas les ordonnances du tribunal, pas les gros titres, pas Vivienne perdant ses comités ou Antoine son travail. Ces choses comptaient, mais elles appartenaient à des systèmes plus grands que moi. Ma vengeance était de le laisser sans réponse. La condamnation de Vivienne est venue plus tard. Elle n'est pas allée en prison aussi longtemps que les inconnus en ligne le souhaitaient. La vraie vie donne rarement aux méchants la punition que les sections de commentaires imaginent. Elle avait l'âge, des avocats chers, une restitution négociée et suffisamment de déni plausible pour adoucir certaines charges. Mais elle a été reconnue coupable de fautes financières liées aux entités frauduleuses. Elle a payé lourdement. Elle a perdu des sièges au conseil d'administration, des privilèges bancaires, la confiance du public et la seule chose qu'elle appréciait plus que l'argent, la capacité de contrôler une pièce sans que les gens ne chuchotent. À son audience finale, elle portait du noir. Pas du deuil, une marque. Elle a fait une déclaration sur des malentendus, le stress familial et la protection de son fils contre des influences opportunistes. La juge Fournier a écouté sans expression. Puis elle a dit, Madame Dubois, le tribunal n'est pas persuadé que protéger sa famille nécessite de voler l'identité d'une autre personne. Le visage de Vivienne est devenu rouge. J'ai ramené cette phrase à la maison comme un cadeau. Antoine a accepté un accord de plaider coupable pour son rôle. Plus petit que celui de Vivienne, mais permanent, public, consultable. Il a envoyé une dernière lettre par l'intermédiaire de son avocat. Je ne l'ai pas ouverte. Maître Moreau m'a demandé si j'étais sûr. Oui, ai-je dit. Certains mots sont juste une autre pièce dans laquelle ils veulent vous faire entrer. Elle a souri. C'est peut-être la phrase la plus saine que vous ayez prononcée de toute l'année. Un règlement civil a été conclu 13 mois après le mariage. Pas une somme qui change la vie, mais assez pour couvrir les frais de justice, la thérapie, la réparation du crédit, les frais de déménagement et le temps de travail que j'avais perdu. J'en ai utilisé une partie pour louer un petit studio au-dessus d'une boulangerie rue Fond-d'Odège. Pas un studio de design de mariage, du moins pas au début. Je pensais que les mariages me rendraient malade pour toujours. Les robes blanches, les marque-places, les plans de table, les danses mère-fils,
tout cela semblait contaminé. Alors j'ai commencé par créer des marques pour de petites entreprises tenues par des femmes, des fleuristes, des salons de coiffure, un café ambulant, une doula postpartum, une femme qui fabriquait des courtes pointes commémoratives personnalisées à partir de vieilles chemises. Un travail qui semblait humain, où personne ne me demandait de faire paraître la cruauté élégante. Puis, un après-midi, une jeune mariée nommée Maya est entrée avec sa mère et son fiancé. Elle avait besoin de faire part. Elle était nerveuse, pas à propos du design, mais à propos de l'argent. Son fiancé lui disait doucement, on peut faire plus petit. C'est le mariage qui compte pour moi, pas la salle. Je l'ai regardé dire ça et j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Le problème n'avait jamais été les mariages. Le problème était de vénérer la performance de l'amour tout en ignorant si l'amour était sûr en privé. J'ai conçu les faire-part de Maya. Vert tendre, typographie simple, fleurs des champs, pas d'orchidées. Après ça, les mariages sont revenus lentement. Des plus petits, des plus gentils, des cérémonies dans des jardins, des vœux sur la plage, des réceptions dans des salles des fêtes où les tantes se disputaient sur la nourriture, mais personne n'essayait de voler la chaise de la mariée. J'ai mis une phrase encadrée sur le mur de mon studio. Aucune célébration ne vaut votre dignité. Les clientes posaient parfois des questions à ce sujet. Je disais la vérité quand j'en avais envie, pas toujours. Mon histoire n'appartenait pas à quiconque était simplement curieux. Mais quand une femme s'attardait trop longtemps sur cette phrase, quand son sourire se crispait, quand elle plaisantait trop vite sur un fiancé qui s'énerve juste parfois, ou une future belle-mère qui part d'une bonne intention, je prêtais attention. 1 an après le mariage, Maître Moreau m'a invité à prendre la parole lors d'un événement de sensibilisation à l'abus financier dans un centre communautaire. J'ai failli dire non. Je n'étais pas une oratrice. Je n'étais pas une experte. Je sursautais encore parfois quand des hommes bougeaient trop vite à côté de moi dans les allées des supermarchés. Je faisais encore des cauchemars où je ne pouvais pas sortir de la robe de mariée parce que les boutons se multipliaient sous les doigts de Léa. Mais Maître Moreau a dit, vous n'avez pas besoin d'être guéri pour être utile. Alors j'y suis allé. Il y avait 60 femmes sur des chaises pliantes, plus quelques hommes, des militants, des avocats et des bénévoles. Je portais le bracelet que j'avais porté le jour de mon mariage. 2 minuscules perles. Le cadeau de ma mère. Pendant des mois, je l'ai gardé dans un tiroir parce qu'il sentait la laque et la panique dans ma mémoire. Ce soir-là, je l'ai porté parce qu'il m'appartenait avant d'appartenir au traumatisme. Je me suis tenu à l'avant, les mains tremblantes, et je leur ai raconté une version plus épurée de l'histoire. Pas tous les détails, mais assez. Je leur ai dit que le premier coup ne commence pas toujours avec une main. Parfois, il commence par une blague à vos dépens. Un document que l'on vous presse de signer. Un mot de passe que l'on vous culpabilise de partager. Un système familial qui appelle l'obéissance le respect. Un homme qui dit « ne me mets pas dans l'embarras » quand ce qu'il veut dire c'est « ne me démasque pas ». Je leur ai dit que la honte est une pièce verrouillée. Et la personne qui vous a blessé ne vous donnera la clé que si vous promettez de ne pas l'utiliser. Alors utilisez-la quand même, ai-je dit. Après, une femme aux cheveux gris et au gilet rouge est venue me voir en pleurant. Ma belle-fille, a-t-elle dit. Mon fils contrôle tous les comptes. Je pensais que c'était leur mariage. Je ne savais pas que ça pouvait être de l'abus. Elle a couvert sa bouche comme si la prise de conscience lui faisait mal. Je l'ai prise dans mes bras et pour la première fois, mon histoire m'a semblé être autre chose qu'une blessure. Elle m'a semblé être un signal d'alarme. Quelques mois plus tard, Léa et moi sommes passés en voiture devant le domaine de Valombre. Nous ne l'avions pas prévu. Nous allions déjeuner et elle a pris un mauvais virage parce qu'elle criait après un animateur de podcast à travers les haut-parleurs. Soudain, les grilles en fer sont apparues sur la droite, les chaînes surplombant, l'allée sinueuse menant à l'endroit d'où j'étais sorti en robe de mariée, la joue en feu. Léa a commencé à faire demi-tour. Désolée, a-t-elle dit rapidement. Attends. Elle m'a regardé. J'ai regardé à travers le pare-brise. Le bâtiment semblait plus petit que dans mon souvenir. Toujours beau, toujours cher, toujours capable de faire croire aux gens que la beauté et la bonté sont liées. Pendant un instant, j'ai tout revu. Le gâteau, les orchidées, Vivienne en perles, le visage d'Antoine, les invités figés sur leurs chaises, mon voile sur la table comme une peau de serpent. Puis le souvenir a changé. Je me suis vu marcher.
Pas pleurer à l'hôtel, pas trembler sur le sol de la salle de bain, pas lire l'email de la banque. Marcher. J'étais parti avant de comprendre tout le piège. Avant l'avocate, avant Grégoire, avant l'audio, avant les femmes qui se sont manifestées, avant les ordonnances du tribunal, le règlement, le studio, le discours, la phrase encadrée sur mon mur. J'étais parti avec presque aucune information, sauf la plus importante, ce n'est pas de l'amour. Léa m'a touché le bras. Ça va? J'ai hoché la tête. Ouais. Tu veux qu'on lui jette des œufs? J'ai ri si fort que je me suis surprise moi-même. Non. T'es sûr? J'ai une large palette d'émotions et une morale discutable. Je suis sûr. Elle a continué sa route. Ce soir-là, je suis rentré chez moi dans mon appartement. Il n'était pas grand. Il n'avait pas de meubles de vieille famille ni de lustre choisi par une femme qui croyait que le goût pouvait déguiser la cruauté. Il avait des plantes dans des pots dépareillés, des livres empilés sous la table basse, une courte pointe jaune que ma mère avait faite, et des fenêtres qui captaient la lumière du soir. Le silence à l'intérieur était doux. C'était nouveau. Pendant longtemps, le silence avait signifié attendre, mesurer, écouter les bruits de pas, les changements de ton, la pause avant que quelqu'un ne décide que j'avais dit la mauvaise chose. Maintenant, le silence signifiait la paix. J'ai fait du thé. J'ai arrosé le plant de basilic qui refusait de prospérer mais refusait de mourir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vu une demande d'une mariée qui voulait un petit faire-part pour un mariage à la mairie. Son message disait « Nous voulons quelque chose de simple, juste nous, nos parents, et pas de drame. » J'ai souri. Puis j'ai regardé le bracelet à mon poignet, celui du jour de mon mariage. Pendant un temps, j'ai pensé que survivre signifiait devenir quelqu'un de complètement différent, plus dur, plus tranchant, intouchable. Mais la vérité était plus étrange. J'étais toujours sentimentale, toujours pleine d'espoir. Toujours la femme qui aimait les fleurs, les textures de papier, les beaux vœux et le moment où un couple rit parce que le photographe leur dit d'agir naturellement et qu'ils en sont absolument incapables. Vivienne s'était trompée sur presque tout. Mais elle avait eu raison de dire que j'étais sentimentale. Elle n'a simplement jamais compris que la tendresse n'est pas une faiblesse. Les choses tendres peuvent partir. Les choses tendres peuvent témoigner. Les choses tendres peuvent reconstruire. Parfois, je pense à cette chaise que Vivienne exigeait comme si c'était un trône. J'ai d'abord cru que la dispute portait sur le respect. Puis j'ai pensé qu'elle portait sur le pouvoir. Maintenant, je sais qu'elle portait sur l'effacement. Il voulait la chaise, puis les excuses, puis la signature, puis le silence, puis l'argent, puis l'histoire. Ils voulaient tout. Ils n'ont rien eu de tout ça. J'ai quitté mon propre mariage avec le visage en feu, ma robe traînant dans des pétales renversés, et 180 personnes me regardant choisir l'humiliation plutôt que l'obéissance. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient voir. Ce qu'ils ont réellement vu, c'est le moment exact où j'ai sauvé ma propre vie. Et à la fin, après toutes leurs fausses signatures, leurs sociétés écrans, leurs menaces, leurs chuchotements, leurs avocats et leurs mensonges, il y avait encore une chose que Vivienne Dubois ne pourrait jamais contrefaire. Mon nom m'appartenait.